J'accepte, Sabri. Je pense qu'on va y arriver, hein. Très bien, très bien. Bonsoir. Bonsoir, Sabri, ça va? Ah, 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 ah. Impeccable. Là, tu m'entends, hein, Sabri? Oui, je t'entends très bien. Alors, on attend que Radio Gazelle, Ok. voilà, qui... on attend qu'il rentre. Ça va? Sabri. Ah, tiens, Radio Gazelle, je pense que c'est lui. Voilà, c'est bon. Ajouté. Alors, on va parler sur le thème d'aujourd'hui. Salut, Ibrahim. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tous. Bonsoir, Hamid. Ça Salut va? tout le monde. Alhamdulillah, ça va et vous? Ça Bien? va. Ça Ça va et va. toi? Alors, le débat d'aujourd'hui, c'est le débat de ce soir sur l'immigration et le Mhm. vote des Français issus de l'immigration. Voilà, c'est le débat, le thème d'aujourd'hui. Très bien. À vous, Sujet très, ouais, vas-y. c'est un sujet très important. Très bien. Alors, Très bien. chers amis, bienvenue à vous. Donc voilà, un débat qui va débuter à partir de maintenant jusqu'à 23 heures normalement. Donc si le programme est bon et qu'il y a beaucoup de monde, donc nous poursuivons jusqu'à 0 heure. Donc on va quand même vous annoncer les parrainages pour ce 24 février 2022. Donc, on va bientôt y arriver, ne vous inquiétez pas, surtout pour les participants à cette élection 2022. Donc, on a Valérie Pécresse qui a 2271 parrainages. Emmanuel Macron, malgré qu'il ne s'est pas encore prononcé, il est à 1544 parrainages. Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, donc Anne, à 1000, oui, c'est ça, 1226. Yannick Jadot, 615. Fabien Roussel, 593. Jean Lassalle, 579. Nathalie Arthaud, 562. Jean-Luc Mélenchon, 540. Nicolas Dupont-Aignan, 457. Éric Zemmour, 415. Marine Le Pen, 414. Et ce sont les chiffres du jour d'aujourd'hui, hein. François Asselineau, 247. Philippe Otto, 243. Anas Kazib, 130. Christiane Taubira, 128. Hélène Toé, 97. Gaspard Koeng, 49. Georges Kuzmanovic, 42. Clara Eger, 24. Nicolas Méguet, 18. Antoine Martinez, 11. Rafik Smati, 8. Mariko, 4. Corinne Mekaber, 4. Voilà donc, et les autres, ils ont entre 4 et une signature. Donc voilà un peu les points pour au jour d'aujourd'hui. Alors, grosso modo, donc les candidats principaux, bien sûr, donc ils ont obtenu leur parrainage et Ah oui, oui, donc largement, largement.
Voilà. Et donc, la campagne électorale va pouvoir démarrer, si ce n'est bien sûr cette actualité qui a fait un peu de l'ombre justement aux enjeux justement des élections au niveau local et en ce qui concerne bien sûr les Français. À partir du moment où on parle ce soir de l'immigration et bien sûr des Français d'origine, on va dire, immigrés, on va essayer de voir avec nos intervenants aujourd'hui par rapport à leurs attentes de cette élection, comme je disais à très juste titre, qui a été un petit peu dépassée par l'actualité. Et en ce premier jour de guerre d'invasion de la Russie, bien sûr, dans les territoires ukrainiens, nous avons une pensée justement aux civils, bien sûr, donc, qui sont bien entendu les premières victimes de ce conflit. Et puis, on espère que la voie de la raison prendra le dessus et qu'une solution, on va dire, sera vite retrouvée pour faire cesser le bruit des armes et se retrouver autour d'une table pour trouver une solution politique à la crise ukrainienne. En parlant des élections, encore une fois, la campagne électorale commencera, on va dire, dans une dizaine de jours, moins d'une dizaine de jours. Pour nos jeunes, ils n'ont pas encore beaucoup de temps pour aller s'inscrire dans les listes électorales, que ce soit pour nos jeunes ici sur l'Hexagone, en Outre-mer ou bien dans les pays étrangers. Il faut vraiment avoir à l'esprit cette date butoir pour ne pas passer à côté d'une participation et d'une contribution à la vie démocratique en allant aux urnes pour se prononcer. Et d'autant plus que si on revient encore une fois, d'ailleurs, on sera amené et obligé à chaque fois à revenir à l'actualité, c'est bien sûr par rapport au pouvoir d'achat, donc les prix de blé qui sont en train de flamber, les prix de pétrole, les prix du gaz. Donc, on voit un petit peu les prix de l'énergie qui vraiment explosent en France et qui font baisser encore le pouvoir d'achat jour après jour et mettent en difficulté chaque jour de ce conflit les Français, et sans parler aussi du reste des produits de large consommation tels que les pâtes et les produits qui sont justement issus bien sûr des céréales et du blé. Très bien. Donc, nous vous rappelons que vous pouvez participer avec nous comme chaque soir en demandant tout simplement d'accéder avec nous à ce direct ou bien tout simplement en nous envoyant un email à asso-lagazelle@gmail.com. Donc, vous pouvez poser vos questions et on peut vous répondre, bien sûr. Si on a la réponse sous les yeux, on est là à votre service. Donc, Alors, oui, pour nos concitoyens, bien sûr, qui sont en Tunisie, au Maroc et en Algérie, entre autres, qu'ils se dirigent vers les représentations consulaires dans les grandes villes, bien entendu, pour s'inscrire et être au rendez-vous le jour J. Et bien sûr, ils peuvent éventuellement voter à partir du lieu où ils se trouvent dans les pays du Maghreb. Merci aux internautes qui nous rejoignent. Je salue Amina qui nous salue, qui salue toute l'équipe. Nous avons aussi Amar Anouti qui nous salue bien sûr. Il y a aussi ici présent Monsieur Brahim Kouel. Nous vous remercions de votre fidélité à ce programme. Merci de votre contribution à l'avance bien sûr avec vos messages, vos SMS. Vos mails et le cas échéant pour ceux qui veulent nous rejoindre sur ce direct pour justement une prise de parole. Nous, on est ouvert à toute proposition. Ce programme, bien sûr, il est pour vous tous. N'hésitez pas du tout à nous rejoindre sur le direct et poser les questions afin de nourrir le débat. Si on revient à notre thème, cher ami Hamid, l'immigration, je te laisse la parole pour une introduction concernant justement cette thématique très importante.
Voilà donc, avant cela, on va quand même vous annoncer les programmes qui nous restent à propos des candidats à l'élection présidentielle. Donc, on s'est arrêté hier à Yannick Jadot pour l'élection présidentielle 2020. Donc, Yannick Jadot commence par le climat et l'environnement. Donc, 10 milliards d'euros par an pour la rénovation thermique des passoires énergétiques, fin de la vente des véhicules thermiques neufs dès 2030. 4 milliards d'euros chaque année pour rénover le réseau ferroviaire et ouvrir des petites lignes trains, 3000 haylons terrestres supplémentaires et 40 km/h de panneaux solaires supplémentaires avant 2027. Développer donc des aluines en mer. Les réacteurs nucléaires actuels seront fermés au fur et à mesure de leur obsolescence dans une dizaine d'ici 2035. 6 millions de ménages français percevront un chèque énergie de 400 euros. Suspension et remise à plat des règles du marché européen de l'électricité pour revenir aux tarifs réglementés. Nationalisation d'EDF, doublement de la part de frais ferroviaires dans les transports marchandises, interdiction des lignes aériennes lorsque le trajet en train dure moins de 4 heures, taxe progressive sur les vols internationaux, interdiction du plastique à usage unique d'ici 2030. L'agriculture et ruralité, fin de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, fin du déterrage de la chasse toujours à court de la corrida, fin de l'élevage en cage, limitation de la quantité pêchée au niveau recommandé par les scientifiques, fin des techniques de pêche destructrices de la faune marine, usage des engrais et pesticides, des synthèses divisées par le taux d'ici 2027. L'économie, donc création d'un impôt climatique sur les fortunes qui taxera les patrimoines supérieurs à 2 milliards d'euros selon l'impact des des actifs financiers et immobiliers, impôt suppression du quotient conjugal, baisse de la fiscalité sur les premières tranches à ajout de tranches supplémentaires pour les plus hauts niveaux, conditions des aides publiques à des critères d'environnement sociaux, réduction de la TVA à 5,5 pour les transports collectifs, à 0% pour l'alimentation biologique, suppression de la flat tax, lutte contre la fraude fiscale renforcée, soutien des filières d'avenir pour un plan d'investissement public de 25 milliards d'euros par an. Voilà donc le social, il nous parle du SMIC à 1500 euros net par mois, les contrats courts sanctionnés, à revenus citoyens versés automatiquement à partir de 18 ans de 918 euros mensuels. Voilà, c'est à peu près ce qui est le parcours de notre élu, donc Yannick Jadot. Si je reviens à l'immigration, donc il y a un thème qui a été, on va dire, un nouveau mot qui a été, on va dire, jeté en ce qui concerne l'obsession, justement. Par contre, tu as un problème du micro, Hashmi. Allô, est-ce que vous m'entendez? On t'entend de loin. Et comme ça, est-ce que tu m'entends? Ah, c'est bon, impeccable. Moi, je vous entends très bien en tout cas. Donc, je disais qu'il y avait un terme qui s'est imposé justement par rapport à l'immigration, donc, ou plutôt l'obsession de l'immigration et son introduction à chaque échéance électorale, et notamment dans l'élection présidentielle. Donc, le terme en question, c'est stupidocratie.
stupidocratie, donc en faisant illusion à l'obsession de l'immigration et l'insécurité, où les différents candidats introduisent cette thématique à chaque échéance électorale, alors que si on parle aujourd'hui de la campagne qui nous intéresse, et d'après les derniers, on va dire, enquête. Donc, l'immigration, elle n'arrive pas parmi les premières préoccupations des Français, mais plutôt le pouvoir d'achat aujourd'hui en France. Et encore une fois, quand on voit le coût de la vie, la cherté de la vie suite à la crise sanitaire et économique, et encore ce conflit qui vient se greffer à tous ces problèmes, donc on va plutôt parler de pouvoir d'achat. Quant à l'immigration, si on peut parler d'immigration, aujourd'hui, je pense qu'on va sans doute parler des flux de réfugiés qui vont se déferler justement sur l'Europe et notamment les pays limitrophes de l'Ukraine. On a vu aujourd'hui justement la ville de Kiev donc, qui s'est vidée de ses habitants où les gares ont été aujourd'hui bondées justement d'Ukrainiens qui prenaient la tangente en direction d'Europe. Donc, si on parle encore une fois de l'immigration, on peut aussi parler justement de l'apport de l'immigration à la France en matière économique. Et si on parle de santé, on a vu les contingents, on va dire les centaines de contingents de médecins qui étaient reçus par le gouvernement français pour apporter leur concours justement au système de santé défaillant aujourd'hui. Et la crise sanitaire nous a effectivement démontré justement le problème de l'hôpital aujourd'hui en France et le besoin justement de tous ces contingents pour pouvoir renforcer les effectifs et faire face à cette crise sanitaire qui n'est pas encore, on va dire, réglée de manière définitive. Et puis, je disais, l'apport culturel. La France, comme on disait il y a quelques jours lors d'une émission politique, on a évoqué justement cette thématique. J'avais fait on va dire, illusion à une parole du défunt président de la République, François Mitterrand, qui disait la France, certes, elle est celte, aussi gauloise, un peu portugaise et aussi un peu arabe. Donc, dire que la nation française, donc, elle se retrouve certes dans cette diversité et on ne peut pas à chaque échéance électorale remettre en cause justement cet apport de l'immigration qui a beaucoup apporté à la nation française et à la République française. Donc autant aller chercher les problèmes où ils se trouvent réellement et répondre aux préoccupations des Françaises et des Français. Très bien. Donc l'Arbi, pas d'appel pour l'instant? Pour le moyen, rien. Alors, est-ce que le son, il est bien? Parce que Amina, elle dit qu'elle entend très mal. Tout à fait, ton son, il est vraiment très mal. Hein. Ok, bah écoutez, bah, je vais changer, on va dire, de micro tout de suite. D'accord. Voilà. D'accord, donc entre-temps, on va donner des informations. Donc pour ceux qui veulent participer avec nous, n'hésitez pas donc à envoyer « Je veux participer » ici même dans le groupe pour qu'on puisse Un, deux. vous accueillir. Test, Oui, 1, 2. très bien, très bien. Voilà, vous pouvez nous joindre directement en demandant à notre ami Larbi pour vous accueillir en direct. Voilà. Et en parlant des Français, des Français d'origine immigrée, entre parenthèses, et il y en a beaucoup. Hein, et d'ailleurs, contrairement aux Français donc, qui ont des origines de pays tiers, je fais référence aux Français qui ont des origines européennes et qui participent justement aux élections locales. On a beaucoup d'immigrés donc qui n'ont pas obtenu, on va dire, la nationalité française pour des raisons multiples et qui vivent ici comme les Européens, mais malheureusement ne peuvent pas justement voter aux élections locales. Donc il faut savoir que c'était une promesse du gouvernement
gouvernement de François Hollande, mais malheureusement pour cela, il a fallu réformer la Constitution française et puis réunir les deux chambres en congrès à Versailles pour avoir justement le nombre indiqué dans la Constitution pour pouvoir apporter cette réforme et permettre aux étrangers qui vivent parmi nous ici et qui sont issus de pays tiers pour pouvoir justement se prononcer et participer aux élections locales et par conséquent choisir les élus locaux donc qui gèrent ou qui administrent ces communes. Donc ça, c'est par rapport aux élections locales concernant l'immigration, parce qu'on parle de l'immigration. Après, ma foi, les immigrés, hein, donc légaux qui vivent en France, donc apportent leur concours hein, dans l'économie, dans la culture, dans la santé et dans la société civile aussi souvent. Donc, on ne comprend pas cette obsession qu'on appelle aujourd'hui la stupidocratie, donc où certains candidats, et en l'occurrence le candidat Éric Zemmour, hein, qui s'attaque justement à cette fraction de la population qui vit en France et qui est parfaitement intégrée à la vie de la cité, et qui les menace de les expulser, de réduire leurs aides sociales, hein, contrairement au reste des Français, alors qu'ils contribuent de la même manière donc à l'économie et qui cotisent dans les mêmes caisses de l'État au même niveau que nous autres citoyens français. Et puis on trouve tout simplement que c'est aberrant qu'à chaque fois on essaye un petit peu de taper hein, donc sur les plus vulnérables entre nous, hein, donc ne serait-ce qu'en matière de statut, sachant qu'ils n'ont pas la citoyenneté française. Donc on ne peut pas accepter que ce genre justement de matraquage puisse passer voilà, dans les médias et puis sans que personne ne dénonce cela. Ça, c'est d'un côté. Après, d'un autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle les souverainistes, hein, donc, qui remettent en cause le mode de vie des citoyens français avec des origines étrangères ou de confessions multiples. Donc, on pense que là aussi, donc certains candidats à l'élection présidentielle essaye de remettre en cause hein, donc la liberté des Français, la fraternité et l'égalité justement des Français face aux droits, hein, aux droits de citoyens et aux droits d'aller et venir, aux droits de s'habiller comme on l'entend, ou au droit de croire ou ne pas croire. Donc là aussi, on nous parle de Français de papier. Et puis ça, c'est gravissime, hein, parce que là, quand on parle de français de papier, ça veut dire qu'on voudrait déposséder le citoyen français hein, qui a des origines, hein, donc et qui n'a pas choisi hein, cette situation. Donc, on veut le déposséder justement de sa citoyenneté parce que, paraît-il, pour les souverainistes, il n'est pas de la bonne souche et puis il n'est français que sur le papier. Donc, on ne sait pas trop ce que cela veut dire, mais ce qui est clair pour nous, c'est que il s'agit d'une attaque, encore une fois, des plus vulnérables, des citoyens donc qui vivent dans leur petit coin donc et qui essayent de mener leur train de vie tranquillement, qui ne demandent à rien à personne. Et à chaque question électorale, on les stigmatise et puis on tape sur eux et encore une fois, ça, c'est inacceptable. Très bien, on peut dire justement à propos de l'immigration que le président actuel, Emmanuel Macron, a rencontré les dirigeants européens à Lille le jeudi 3 et vendredi 4 février pour évoquer les frontières européennes alors que l'immigration domine les sujets de campagne brandis par la droite et l'extrême droite. Mais que propose réellement chaque candidat donc, sur ce sujet, comme nous a parlé à l'instant mon confrère Sabri, donc quelles frontières en Europe, de quel sujet d'immigration figure parmi les préoccupations principales des Français. Emmanuel Macron a rencontré les dirigeants de l'Union européenne et les ministres de l'Industrie, 27 Turcoing, puis à Lille,
entre mercredi 2 et vendredi 4 février pour détailler les sujets de réforme de l'espace Schengen. Le premier objectif d'Emmanuel Macron consiste à mieux répartir les migrants sur le territoire européen en instaurant, un mécanisme de solidarité. La coopération européenne demandée par le président doit aussi inciter les pays d'origine à reprendre leurs ressortissants. Emmanuel Macron compte renforcer le contrôle aux frontières en portant de 1 500 à 10 000 d'ici 2027. Les effectifs de Frontex, d'Agence européenne de surveillance des frontières extérieures, ils envisagent également de créer un conseil de gouvernance de l'espace pour évaluer le non-vulnérabilité, donc mieux protéger nos frontières extérieures, a-t-il précisé dans un discours instructif. À son bilan, le chef d'État Emmanuel Macron compte une extension de la réunification familiale aux frères et sœurs pour les mineurs non accompagnés. Les délais de demande d'asile ont été écourtés de 90 jours au lieu de 120. Les délais pour les demander à une aide juridictionnelle ont été raccourcis à 15 jours. Les expulsions des demandeurs d'asile issus des pays d'origine considérés comme sûrs ont également été facilitées. Si certains candidats à la gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, dénoncent une politique anti-migrants, à la droite ont souhaité alors encore aller plus loin pour lutter contre l'immigration. Donc, on y revient tout à l'heure pour une suite. Pour l'instant, je lève la parole. Alors, comme le sait, nos invités et les internautes et nous-mêmes, le sujet de l'immigration est un sujet qui est très complexe, hein, donc par sa nature. Hein. Donc, en parlant, je vais commencer par parler justement de la réunion du président de la République avec les représentants, on va dire, des pays européens pour essayer de trouver une solution justement aux frontières extérieures de l'Union européenne. D'ailleurs, on est limite en train de remettre en question les principes fondamentaux de l'espace Schengen, donc cet espace de libre circulation économique. Donc, quand on voit un petit peu qu'aujourd'hui, on tolère justement la libre circulation des marchandises et des capitaux, et après on met tous les freins justement à la liberté de circulation des individus. Donc tout de suite, donc on voit l'anomalie. Donc il est inadmissible qu'un citoyen français ou européen puisse prendre son téléphone, tout simplement réserver un billet d'avion et faire le tour de la planète. Et puis de l'autre côté, un citoyen africain ou asiatique ou maghrébin, malheureusement, n'a pas le droit à cette liberté de circulation. Après, si je parle des frontières, on va dire, externes de la communauté européenne, et où on voit un certain nombre de pays qui sont en train de diriger des murs proprement dit, donc pour stopper justement l'accès à tous ces flux migratoires. Et quand je parle de flux migratoires, donc c'est des flux migratoires qui ont bougé suite à une insécurité, suite à des situations de guerre, et notamment, je pense à ce qui se passe depuis un certain nombre d'années en Syrie, en Libye, dans un certain pays d'Afrique, donc où justement la décision politique européenne n'est pas étrangère justement à cet exode de toutes ces populations. Ensuite, si on voit ce qui s'est passé aussi en Afghanistan, ces 20 ans de guerre justement menée par la coalition, et puis du jour au lendemain, on abandonne justement les populations de ce pays qui ont cru justement au concours de ces pays occidentaux qui sont partis en Afghanistan, entre guillemets, pour
pour lutter contre le terrorisme et l'obscurantisme là-bas. Alors, du jour au lendemain, on livre toutes ces populations qui ont contribué justement dans cette lutte avec la coalition et ils sont mis en danger. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Afghanistan, on voit cet arbitraire du mouvement des talibans donc qui opère sur place et on voit ces mêmes populations qui, à travers des flux migratoires énormes, donc traversent l'Asie et l'Europe de l'Est pour arriver justement au nord de la France et puis ils s'échouent dans la Manche en voulant traverser la mer du Nord pour rejoindre pour une grande partie leur famille en Grande-Bretagne. Donc tout ça, c'est lié à l'immigration, bien entendu, qu'on le veuille ou non. Après, on a aussi cette espèce d'immigration économique. Quand on voit, je me souviens, il y a quelques années, en l'occurrence en 2006, où j'ai fait partie d'une équipe, donc on a travaillé à l'UNESCO sur la thématique de l'immigration, où on a essayé d'apporter justement des éclaircissements à la Commission et on a évoqué ces fameux accords entre la Commission européenne et un certain nombre de chefs d'État, on va dire, du Sahel, donc des chefs d'État africains, où on a favorisé justement cette pêche industrielle dans ces pays-là. Et malheureusement, donc quand le Sénégalais ou l'Africain qui utilisait sa pirogue pour aller chercher justement en tant que pêcheur traditionnel de quoi nourrir justement sa famille et son village, et dans l'absence justement de quoi nourrir sa famille, il utilisait souvent ces pirogues pour essayer d'aller au nord, essayer de migrer vers le nord pour pouvoir continuer à faire vivre leur famille là-bas. Et pour beaucoup d'entre eux, ils échouaient aussi dans les océans. Et pour ceux qui arrivaient à rejoindre justement la rive nord, à savoir l'Europe du Sud, ils viennent avec une intention de travailler justement et essayer d'apporter leur contribution justement au pays d'accueil parce que ils contribuent à la richesse de notre pays. Si on parle de la France, et ils cotisaient aussi dans différentes caisses donc sociales, de retraite ou de sécurité sociale ou autres. Et curieusement, ils contribuaient aussi au co-développement dans leur pays d'origine pour justement maintenir un semblant de vie et essayer de stopper par la suite ces flux migratoires qui continuent à venir vers nous. Donc, quand on voit, et je me souviens que les chiffres de 2006, lors de cette conférence à l'UNESCO, il a été évidemment clair que l'Europe, à cette époque-là, elle contribuait à 50 millions d'euros pour le co-développement en Afrique, alors que uniquement la diaspora sénégalaise, elle contribuait à cette date-là à hauteur de 200 millions de dollars pour le co-développement. Et tout le monde sait l'élan des Africains, des Maghrébins, et notamment lors de la dernière crise sanitaire, où justement ces immigrés qui contribuent à la richesse de notre pays, ils participaient aussi au co-développement et justement aider un certain nombre d'associations à agir sur le terrain pour l'éducation, pour la santé, pour justement l'eau et tout ce que les populations sur place ont besoin justement pour se maintenir sur place et éviter justement de s'échouer dans la Méditerranée qui ces dernières années est devenue un cimetière. Et à l'aube du 3e millénaire, on est au 21e siècle, donc le monde libre ne peut pas cautionner ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne ces flux migratoires qui continuent à déferler vers l'Europe pour un lendemain meilleur.
certains d'entre eux, c'est des immigrés économiques, certains et d'autres, c'est des réfugiés climatiques, et encore d'autres, c'est des gens qui fuient les conflits, qui fuient la guerre. Et là, il est évident que autour de cette table, avec le président de la République et les acteurs européens qui sont en train de songer à trouver une solution aux frontières externes, je pense qu'il faut traiter le problème à la racine et essayer justement d'apporter des solutions concrètes sur place en matière de co-développement pour éviter justement que des centaines de milliers de personnes viennent encore ici en Europe, alors que ce qu'on vit aujourd'hui en Europe ne permet pas justement, comme disait un ancien Premier ministre français, recevoir la misère du monde. Même que si la souveraineté de tout pays lui dicte justement de trouver, par exemple, une politique migratoire, peu importe, hein, en introduisant des quotas ou autres. Donc, il y a une souveraineté de chaque État, mais ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que l'immigration, ça reste un flux naturel qu'il faut apporter progressivement, justement, des solutions, des réponses, bien sûr, humaine, et ne pas charger ou accabler le citoyen immigré, entre parenthèses, qui vient travailler, enrichir notre pays avec l'apport économique, culturel, et aussi être un acteur à double rôle parce qu'il contribue aussi au co-développement dans son pays d'origine. Tout à fait. On a Kader Selmet qui a posé une question, donc qui rentre dans le cadre de ce programme. Donc 46% des Français se disent favorables à accueillir les Ukrainiens. Étonnant, non? Bonsoir Kader. Alors, bonsoir Kader. 46% des Français se disent favorables à accueillir les Ukrainiens. Étonnant. Oui, parce que cette proximité avec l'Ukraine, donc je pense que si cette enquête est, on va dire, est crédible, donc je pense que la proximité, hein, donc des peuples d'Europe fait que ils sont sensibles justement à la détresse des Ukrainiens, donc à qui on pense fortement ce soir. Et puis nous, on aimerait tout simplement, hein, donc que le concours des Européens arrive à justement convaincre les, on va dire, responsables politiques à faire cesser la voie des armes et essayer de se mettre autour d'une table pour apporter une solution politique. C'est vrai, il y a des sons cloches différentes. De ce côté-là, on parle d'une agression russe sur l'Ukraine. Et puis, on parle aussi d'un peuple souverain, en l'occurrence le peuple ukrainien, qui, dans sa majorité, d'après un certain nombre d'enquêtes, a manifesté sa volonté de rejoindre justement les peuples d'Europe au sein de l'Union européenne et par conséquent dans l'Alliance atlantique. Mais de l'autre côté, donc, on a aussi les Russes, hein, donc, qui parlent justement de leur sécurité, hein, donc territoriale, et qui estiment que l'Ukraine, si jamais elle rentre justement dans cet espace économique européen et par conséquent dans l'Alliance atlantique, elle risque in fine d'essayer de récupérer la Crimée militairement, la Crimée que les Russes estiment qu'elle fait partie justement de la Russie, de la Fédération de Russie, et ils mettent en évidence aussi le choix par référendum du peuple de Crimée qui a adhéré justement à cette nation de Russie. Et puis on nous explique automatiquement que les Russes, à ce moment-là, risquent aussi d'intervenir militairement pour garder la Crimée au joug de la Russie. Et là, ils seront amenés à affronter l'Alliance Atlantique avec tous les pays européens qui adhèrent à l'Alliance Atlantique. Et malheureusement, on sait très bien quand il y a des acteurs qui rentrent en conflit et qui possèdent tous, en ce qui concerne les pays européens, et notamment la France, ainsi que les États-Unis, qui fait partie de l'Alliance Atlantique et qui détiennent l'arme atomique. Donc, on sait très très bien ce que ça risque d'apporter. Donc, pour éviter justement cette troisième guerre mondiale nucléaire, bien entendu, parce qu'il faut appeler un chat, et c'est de cela
qu'il retourne aujourd'hui, 24 février 2022, on a entendu le président Poutine dire tout simplement que après sa décision justement d'effectuer cette opération militaire spéciale, comme il a nommé, si jamais les pays européens décident de l'affronter, ils risquent de voir une situation qu'ils ne l'ont pas connue dans leur histoire. Et là, il fait allusion justement à l'utilisation d'ogives nucléaires. D'ailleurs, les dernières informations donc de sources sécuritaires ou de renseignements entre parenthèses parlent justement d'une éventuelle frappe nucléaire sur le territoire ukrainien pour dissuader les uns et les autres de songer justement à un concours militaire à l'Ukraine pour justement affronter la Russie. Donc aujourd'hui, les peuples d'Europe, encore une fois, pour rester justement dans le sondage de 46%, donc les peuples européens ont ce sentiment de proximité et se sentent concernés par ce conflit parce qu'il s'agit d'un conflit sur le territoire européen. Cette Europe donc qui a connu la paix depuis plus de 70 ans et malheureusement aujourd'hui le monde on va dire est suspendu justement à l'évolution de cette crise qu'on espère bien entendu se réglera le plus rapidement possible. Très bien. Donc, nous avons pas mal de questions par Internet. Les internautes sont toujours à nos côtés, donc pour pouvoir écouter ce programme et en même temps poser leurs questions. Alors donc, j'ai Anissa qui habite Paris, donc qui a fait un regroupement familial dernier temps pour son mari, mais malheureusement, il n'a pas pu obtenir l'accord. Donc, est-ce normal ou bien je dois encore attendre? On s'est marié en 2020 et puis jusqu'à présent, donc il n'y a rien. Le problème peut-être parce que je suis descendu me marier avec lui en Kabylie, donc en Algérie, et malheureusement je suis toujours en attente. Ils ne m'ont pas donné d'accord, ils ne m'ont pas donné de refus, mais on est toujours en attente. Alors, en ce qui concerne les mariages, donc c'est aussi complexe parce que l'introduction, on va dire, d'étrangers en séjour, donc en France, donc c'est lié bien sûr à ce qu'on appelle le CESEDA, le Code d'entrée en séjour et du droit d'asile. Et puis en ce qui concerne le regroupement familial, là aussi, la loi, on va dire, elle est claire, mais il suffit bien entendu de traiter les dossiers au cas par cas, parce que là, la personne donc, qui nous pose la question, elle nous dit qu'elle s'est mariée en Kabylie, donc on imagine qu'elle est algérienne. Après, elle nous dit qu'elle est mariée en 2020, donc ça fait 2 ans, mais ces 2 éléments ne suffisent pas parce qu'il faudrait savoir aussi si elle est citoyenne française ou bien si elle est titulaire d'un titre de séjour d'1 an, statut salarié ou statut vie privée, vie familiale ou d'une carte de résidence de 10 ans. Donc tous ces éléments, ils sont importants à traitement de dossier. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a des conditions. Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a un logement avec un espace convenable, donc parce qu'il y a des critères de superficie d'appartement? Est-ce qu'elle détient un certain nombre de fiches de paie si elle est titulaire d'une carte de séjour, si elle n'est pas citoyenne française? Après, il faut voir aussi que son mari, quand elle l'a épousée en 2020 en Algérie, il faut savoir que le mariage, il doit y avoir une procédure, ce qu'on appelle la procédure de transcription de l'acte de mariage dans l'état civil à Nantes, donc là où les étrangers, notamment les Algériens, sont concernés. Après, c'est un certain nombre d'éléments qui permettent justement l'instruction de son dossier. Mais globalement, si elle remplit les critères, je pense que
Et il faudrait bien sûr patienter parce que 2 ans, on va dire, de délai, c'est trop peu, sachant que c'est un élément très important. Il y a eu une décision politique, donc il y a environ 1 an et demi, du côté français, à réduire le nombre de visas pour les citoyens algériens parce que malheureusement il y a eu, on va dire, une situation, on va dire, qui était bien sûr inédite entre le gouvernement algérien et le gouvernement français, où le gouvernement algérien a rappelé son ambassadeur à Alger suite à une expression malheureuse du président de la République française, donc que de l'autre côté, en Algérie, on a estimé que c'était une atteinte à la nation algérienne. Donc, grosso modo, je ferme les parenthèses, cette crise politique entre Alger et Paris a fait que Paris a décidé de réduire le nombre de visas. Alors, si la personne qui nous a sollicité, si elle est algérienne, si elle est résidente, elle peut être concernée par cette réduction de visa et je pense que c'est un élément qui a freiné l'aboutissement de son dossier, à moins qu'elle soit citoyenne française et à ce moment-là, elle sera moins concernée par la réduction de visa pour les Algériens parce qu'en tant que citoyenne française, bien entendu, le droit lui ouvre la possibilité justement de reconstituer son foyer et qu'elle puisse avoir le droit à sa vie privée et par conséquent donner, on va dire, délivrer un visa long séjour à son mari pour la rejoindre en France. Voilà, donc on peut dire aussi la candidate Valérie Pécresse a été ces derniers temps en Grèce, donc, et justement, elle a évoqué l'immigration, donc elle dit tout simplement la candidate qui souhaite aussi supprimer les aides aux clandestins, comme le demi-tarif des transports, et concentrer l'aide médicale d'État, AME, sur la médecine urgente, afin qu'elle compte faciliter les expulsions des clandestins en profitant de la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour obliger les immigrés à entrer illégalement sur le territoire européen et à être reconduits à la frontière. Par ailleurs, pour obtenir sa carte de séjour, le demandeur devra avoir validé 600 heures de cours de français avec examen obligatoire, précise la candidate LR. Cette intégration par la langue s'accompagne d'un plan d'aménagement destiné à mettre fin au séparatisme urbain. L'objectif affiché, dégrader en 10 ans les ghettos, en limitant à 30% la part des logements sociaux par quartier. Voilà donc ce que dit Valérie Pécresse. On a aussi Éric Zemmour donc, et Le Pen qui sont favorables à plus de restrictions. Donc on en reparlera dans quelques instants et on essaye comme ça de décortiquer un peu les candidats des uns et des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent justement de l'immigration? Alors, notre ami Kader Selmat, donc je salue encore une fois, donc il nous dit que l'intervention russe met un couvercle sur la marmite des élections présidentielles. Effectivement, moi j'en conviens tout à fait, je te rejoins dans ton raisonnement. On le sent depuis 2 jours déjà, on sent. Donc on a vu Valérie Pécresse, on a vu Marine Le Pen, on a vu Éric Zemmour, on leur a posé la question par rapport à ce conflit donc qui s'annonçait à l'horizon. Pour Éric Zemmour, c'était encore il y a moins de 48 heures, il disait ah non 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 non, il y aura pas de guerre en Ukraine, etc. Donc il y a eu aussi Marine Le Pen qui a vraiment été certaine qu'il n'y aura pas d'invasion. Donc on voit aujourd'hui que le principe de réalité rattrape les uns et les autres dans la mesure où cette crise a été imprévisible dans son issue et puis on ne sait pas non plus comment ça va évoluer. Donc, encore une fois, certes, le couvercle sur la marmite, il va, je pense, perdurer parce que
On a eu aussi un certain nombre d'intervenants, entre guillemets des experts, donc qui ont été sollicités, des experts militaires, géopolitiques. Et on a expliqué tout simplement que le rôle du président de la République aujourd'hui, c'est d'être vraiment président jusqu'au bout de l'issue de cette crise. Donc, cela veut dire que Monsieur Macron, le candidat, donc, va avoir du mal à retirer ce couvercle de cette marmite pour pouvoir nous dire ce que ça a été son bilan et nous parler surtout de cette inflation donc qui a été, on va dire, constaté donc à 3% environ et puis qui a été annoncé donc pour doubler avant l'éclatement de ce conflit donc qui va encore compliquer la question du pouvoir d'achat et la cherté de la vie encore davantage. Donc moi, juste avant de vous rejoindre sur ce programme, j'écoutais encore une table ronde donc sur une grande chaîne d'information où il y avait un certain nombre d'experts et aussi le fameux ministre des Affaires étrangères, donc Dominique de Villepin, qui a été convié à cette table ronde pour discuter de la crise. Et on a évoqué justement, comme lors de la crise sanitaire, cette solidarité européenne, justement pour faire face à la crise économique qui a résulté de cette crise sanitaire. Et puis aujourd'hui, on parle d'une éventuelle solidarité des pays d'Europe pour faire face justement aux problèmes des prix d'énergie qui sont en train de flamber, le coût mondial du blé, des céréales, etc. Je pense pour le gaz à l'Allemagne, donc qui est dépendante à une très grande partie du gaz russe. Et puis la France pour aussi une partie du gaz, même si on va dire les sources d'alimentation de la France sont on va dire variées. Et puis on reçoit aussi environ 20% on va dire de gaz consommé de l'Algérie. Donc ces pays européens aujourd'hui ils sont amenés à essayer de faire face ensemble pour amortir la crise dans les pays qui ne peuvent pas faire face seuls justement aux conséquences de ce conflit aujourd'hui en Europe. Très bien. Donc, on peut continuer avec, bien sûr, le même programme que Valérie Pécresse. Donc, c'est Éric Zemmour et Marine Le Pen donc, qui se rejoignent sur plusieurs points. Les trois candidats, donc les deux candidats d'extrême droite et donc Pécresse, partagent la volonté de restreindre le regroupement familial et l'accès aux prestations sociales, ainsi que la fermeté sur l'envoi des étrangers clandestins. Ils vont même plus loin en proposant de supprimer le droit du sol et en interdisant les régularisations d'un étranger entré illégalement sur le territoire. Pour Éric Zemmour, partisan de l'immigration zéro, ces mesures sont les premières réponses fondamentales à la délinquance, a-t-il annoncé lors d'un grand oral devant les syndicats de police Alliance. C'était donc mercredi 2 février, l'ancien polémiste promis d'expulser les étrangers venus en France pour travailler et qui n'ont pas eu d'emploi pendant les 6 mois. Il prévoit aussi une déchéance de la nationalité pour les délinquants récidivistes et criminels binationaux. Voilà donc ce qu'on peut dire sur le programme de Zemmour et Marine. Est-ce qu'il sera réalisable? C'est ça la question. Parce que ça, parler des expulsions des sans-papiers qui sont et dont le nombre est incertain, parce que malheureusement les statistiques ne peuvent pas se prononcer de manière cohérente. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis 2012, il y avait un chiffre donc qui revenait régulièrement, à savoir entre 20 et 25 000 d'expulsions, voire 30 000. Donc après ces 2 dernières années, avec justement le confinement et avec la fermeture des espaces aériens, donc on avait un petit peu un drame donc qui s'est joué en France et dans pas mal de pays européens, et notamment concernant les réfugiés justement syriens et autres, où on ne pouvait pas
justement, on ne pouvait pas expulser les immigrés, on va dire, sans papier, pour plusieurs raisons. Une première raison qui est une raison politique, euh, c'est-à-dire que les pays, on va dire, concernés, justement, les pays d'un certain nombre de ressortissants, malheureusement, ont ratifié un certain nombre de conventions et de lois avec le Parlement français, et c'est ça qui les empêche, grosso modo, de répondre justement à ce besoin d'éloignement de tous ces immigrés, donc qui ne sont ni régularisables ni bien sûr expulsables. Ça, c'est d'un côté. Après, on parle aussi d'interdire la régularisation des sans-papiers sur place. Donc, ça rejoint un petit peu la question que je viens d'évoquer. Quand on a des dizaines de milliers de personnes qui ne sont ni expulsables ni régularisables, mais qui se maintiennent sur le territoire français, qui travaillent, qui sont bien intégrés, et pour certains d'entre eux, ils ont même tissé des liens de parenté sur notre territoire parce qu'ils ont eu des relations conjugales, ils ont eu des enfants. Donc, on ne peut pas maintenir justement des êtres humains pendant des décennies sur un territoire comme ça, dans une prison à ciel ouvert. Et chaque matin, les gens, ils sortent avec le nœud Thomas parce que ils ont des familles, ils ont des enfants, et à chaque matin, quand ils sortent pour aller travailler, ils ont peur de ne pas pouvoir revenir le soir chez eux, qu'ils soient arrêtés et mis dans des centres de rétention, privés de leur liberté pendant des mois. Il y en a qui se suicident, il y en a leur état de santé se dégrade, et ce qu'il faut savoir, c'est que des drames humains se jouent dans ce qu'on appelle les centres de rétention, et encore pendant cette période justement de confinement où les associations telles que la CIMAD, entre autres, qui agissaient justement dans ces centres de rétention, n'avaient plus le libre accès, et donc ces étrangers, ces êtres humains, ces familles, ces enfants étaient livrés à eux-mêmes dans des situations inacceptables dans un pays qui se veut une patrie des droits humains universels. Bonsoir Ben. Bonsoir à la famille. Bonsoir. Alors le débat de ce soir sur l'immigration et le vote des Français issus de l'immigration. Voilà le débat, le thème de ce soir. Qu'est-ce que tu pourras nous dire? Ouais. Je vous dis que celui qui parle le mieux de tout ça, c'est le monsieur là. C'est normal. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est absolument vrai. Merci. Voilà. Et sur le vote des immigrés, issus d'immigration? Tout le monde devrait voter, bien sûr. Tous. D'accord. Bien. Très bien. C'est normal, non? Si on vote, on a de la puissance. Quand on ne vote pas, on n'a aucun droit. Voilà, entièrement. Ça va du soir. Alors, notre ami Kader, il dit qu'une guerre, c'est toujours une horreur, mais parmi les dégâts collatéraux en France, on ne parle plus de Covid, on ne parle plus des Français, de papier ou de séparatisme. Comme tu disais à très juste titre avant ce message, donc le couvercle demeurant sur la marmite, donc on occulte les vrais sujets, les vraies préoccupations des Français. Et en parlant d'immigration, justement, j'allais évoquer le chapitre de délinquance. Donc, quand on pense au programme d'Éric Zemmour qui a été déroulé, d'ailleurs, très clairement par notre ami Hamid, où il parle justement de délinquance, d'immigrés délinquants. Alors moi, j'ai juste envie
de lui rappeler justement sa position sur d'autres immigrés, mais ceux-là ne sont pas des délinquants, mais ceux-là, c'est des médecins. Donc, et quand on sait que dans le parcours d'un médecin, la durée des études d'un médecin, malheureusement, c'était pas la durée des études d'Éric Zemmour, d'ailleurs, qui a échoué à Sciences Po, qui n'a même pas été foutu de poursuivre son processus. Et aujourd'hui, parce qu'on lui a justement apporté une tribune et on a fait de lui un produit médiatique, un sulfureux polémiste. Donc aujourd'hui, il ose s'en prendre à des gens qui ont fait des études, qui ont sacrifié une partie de leur jeunesse et de surcroît ont immigré, ont quitté leur pays, leur famille pour venir travailler ici en France. Ils ont fait le choix justement de venir apporter leur concours au système défaillant français et cela, il leur dit, moi je ne veux pas de vous, comme si on lui a demandé quelque chose. Ensuite, si je parle de l'asile, donc des demandes d'asile, on a parlé de déléguer les demandes d'asile dans des pays tiers à l'Europe pour éviter justement que les déboutés de ces demandes d'asile se maintiennent sur le territoire européen, voire français en particulier. Moi, personnellement, je n'adhère pas à l'idée pour une raison très simple. Si on confie le traitement des demandes d'asile à un pays tel que l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, je dis une bêtise, concernant un demandeur d'asile qui a été persécuté dans un pays qui, la moindre des choses, n'adhère pas aux règles démocratiques, donc on ne pense pas que sa demande va aboutir dans un État qui partage, on va dire, son idéologie. Donc, c'est vraiment stupide de confier les demandes d'asile à des pays qui n'ont aucune relation avec la démocratie et les règles démocratiques, ni de près ni de loin. Par contre, si on veut vraiment régler cette problématique de demande d'asile, ben, il suffit tout simplement de mettre les moyens et puis réduire les délais tout simplement du traitement des demandes d'asile. Et à ce moment-là, je pense que les outils, nous les avons, même si la règle démocratique, justement, et l'état de droit ouvre la possibilité à un demandeur d'asile ou un demandeur de titre de séjour, s'il voit sa demande refusée, il a par conséquent un recours gracieux à faire envers la préfecture, ensuite vers le TA, le tribunal administratif, et après il peut aller aussi même à la Cour de Paris ou bien à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il faut juste mettre les moyens. Donc soit on accepte le principe de l'état de droit et on le respecte et on joue le jeu, en mettant bien sûr les moyens pour réduire les délais, soit on n'adhère pas à cette idée-là, et à ce moment-là, ne parlons plus de droit d'asile sur le territoire français, et comme ça sera clair pour tout le monde. Voilà, on peut dire aussi que Mélenchon lutte contre les causes aux antipodes donc des candidats de la droite et de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon préfère s'attaquer aux causes des migrants. Immigrés est toujours une souffrance. Les immigrés sont un sujet trop sérieux pour les réduire donc à la surenchère, pointe-t-il dans son programme. L'avenir en commun, la première tâche est de permettre à chacun de vivre chez soi, en plus de s'attaquer aux accords commerciaux inégaux et aux bouleversements climatiques. Il souhaite aussi lutter mondialement contre les sources d'immigration grâce à l'Organisation mondiale des immigrants liée à l'ONU et une conférence annuelle sur tous les migrants. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Ben, sur ce programme, il y a des propositions claires donc concernant justement l'apport par rapport
au programme d'avenir en commun pour apporter une solution justement à toutes ces problématiques concernant l'immigration. Donc, on va voir ce que sera, on va dire bien sûr, la réaction des électeurs. Parce que il faut savoir aussi que Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé de manière très très courageuse, contrairement à beaucoup justement de candidats, y compris de gauche d'ailleurs. Lui, il a parlé justement de faire une table rase avec cette fraction de la population qui continue justement à défrayer la chronique ici en France, en l'occurrence les sans-papiers ou les immigrés clandestins. Et il dit, suivant des critères, on régularise justement les étrangers qui sont là, qui travaillent, qui arrivent à se loger, qui arrivent à se prendre en main et contribuer comme nous autres citoyens français justement à la retraite, aux caisses de sécurité sociale, etc. Et puis, pour faire face justement à cette problématique récurrente des flux migratoires, autant régler les problèmes à la racine et au lieu de construire des murs, apporter des solutions politiques avec les gouvernements de ces pays concernés et comme ça, tout le monde sera content. Très important. Quelque chose à ajouter? Kader, il te dit, tu votes, tu existes. Tu ne votes pas, tu es transparent. Bien sûr. Alors, tu n'es pas totalement transparent parce que tu existes, mais voilà, tu fais la mascotte. Donc, c'est toi qui prends les coups. Donc, à chaque échéance électorale, si tu votes pas, tu prends pour ton grade. Donc, autant aller voter pour celui qui se comportera mieux avec toi. Non, ouais, mais il a raison. Je suis en train de le dire tout à l'heure. J'ai trouvé qu'il avait raison. Si tu ne votes pas, tu es transparent, tu n'existes pas. Tu es personne. Alors donc, on a deux candidats aussi qui défendent les travailleurs étrangers. Donc, je parle de Rossel et Jadot. Donc, qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Ils n'ont pas vocation à rester sur le sol français. Communiste, Fabien Rossel partage les nombreuses propositions avec les autres candidats de gauche sur l'immigration. Le candidat annonce aussi vouloir régulariser la situation des travailleurs sans papier. Ce sont des hommes sans papier, mais qui ont une autorisation de travailler, d'être exploités. Donc, cordialement écrit. Voilà, les deux candidats proposent aussi d'interdire la pratique contestée des tests OSSO pour les mineurs étrangers non accompagnés. Cette radiographie de la main est censée confirmer si la personne est mineure ou majeure en fonction du développement de ses os. Comme Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Fabien Rossel veulent garantir le droit d'asile des réfugiés et renforcer la politique d'accueil. Pour ce faire, ils renforcent les moyens donnés à l'Office français de protection des réfugiés et des rapatriés. Donc, l'Office français d'immigration et de l'intégration. Voilà donc. Effectivement, cette question, on va dire, d'analyse, on va dire, osseuse pour déterminer l'âge des mineurs, donc n'est pas tout le temps infaillible et malheureusement donc peut dans certains cas, voire dans beaucoup de cas, mettre tout simplement des enfants mineurs non accompagnés, donc venant de pays tiers, les met dans des situations, on va dire, dangereuses. Déjà, un mineur, donc on ne peut pas enfermer un mineur donc dans un centre de rétention ou dans une prison et malheureusement les résultats d'analyse de la sorte peuvent, le cas échéant, le confronter à de la prison. Ça, d'un côté. D'un autre côté, il faut savoir que le système il est tellement mal fait que souvent, donc en parlant toujours de mineurs, et en l'occurrence dans ce cas-ci, les mineurs qui ont un titre de séjour ou qui ont une carte de circulation ou une carte républicaine, donc ces enfants-là, ils sont pris en charge par les services de l'État.
jusqu'à leur majorité, mais une fois majeurs, donc le système n'a rien prévu pour eux et du jour au lendemain, ces enfants qui ont été pris en charge par des organismes se retrouvent malheureusement livrés à eux-mêmes et donc ça marque un stop justement dans leur processus scolaire ou d'étudiants et ils se retrouvent dans une situation de précarité livrés à eux-mêmes et ça aussi c'est à voir et j'espère aussi que le nouveau président de la République élu regardera ce dossier justement de ces jeunes majeurs avec beaucoup d'attention pour éviter que nos enfants se retrouvent dans la rue. Alors justement, que dit Hidalgo et Taubira? Donc c'est les autres candidats qui ont annoncé plusieurs mesures claires et concrètes sur l'immigration. Il est difficile d'en dire autant pour Anne Hidalgo, Parti socialiste. La maire de Paris promeut une politique réfléchie et apaisée, mais n'en dessine pas les alentours. Elle se contente dans son programme de publier, pardon, ouais, c'est notre ami Kader qui m'a fait rire à travers son témoignage. Donc, avec Jadot, c'est Selecto Monte, avec Rossel, c'est Selecto Grenadine. Donc, ça m'a perdu carrément l'orientation de ce que je disais, quoi. Donc, qui dit Selecto dit boisson Hamoud Boualem. Hamoud Boualem. Tout à fait, boisson aromatisée. Alors donc, où nous étions, voilà, nous étions au programme d'Hidalgo et de Taubira. Donc, la seule annonce prise avec celle en cours, celle de cours de français gratuit, censée de transmettre les dimensions culturelles et historiques de notre pays. La vainqueur de la primaire populaire, Taubira, n'a pas encore publié de programme pour les élections, mais elle a déclaré son intention de créer une agence européenne de l'asile. L'heure de déplacement à Briançon, dans les Alpes, quoi. Le 26 janvier dernier, ce dispositif doit permettre de sortir de l'absurdité du règlement du plein. L'accueil des migrants ne peut pas continuer à reposer sur les bonnes volontés. Ce sont les politiques d'État qui doivent avoir lieu, a-t-elle ajouté, sans pour autant préciser le fonctionnement et la suite. Hein, on entendra ça prochainement quand on parlera de Taubira à travers son... Voilà. Donc, je pense qu'il a... Allô. Il va revenir. Il va revenir. Voilà donc, mon ami Sabri, donc ce que disent les uns et les autres à propos de nos hommes politiques. Je tenais aussi à travers cette émission à préciser donc à quelques-uns d'amis ou pas, hein, donc qui suivent cette émission avec impatience, que moi, je vous ai dit il y a 3 jours que j'étais apolitique. Donc, j'étais plus dans le domaine culturel, cultuel et associatif, donc pour permettre aux associations aidant de se faire connaître, de pouvoir parler d'eux-mêmes, etc., etc. Des artistes pour leurs droits au niveau de la SACEM, de la Honda et d'autres droits d'auteur, etc. Et puis au niveau de galas artistiques, etc. Donc, si on a pris l'initiative d'avoir effectué ces émissions politiques, c'est tout simplement pour vous amener à aller voter, jusqu'au point de vous mettre une carte de vote juste là en haut, pour que vous puissiez savoir que cette émission est d'ordre d'information. Donc, on est là pour vous informer tout simplement d'aller voter et de demander à vos ados, donc une fois qu'ils ont fait 18 ans, d'aller s'inscrire pour commencer leur vote. C'est très très important car voter est primordial au jour d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'on s'est pris cette initiative de pouvoir parler avec vous avec toute sincérité sur les ondes de Facebook Live
pour que vous puissiez nous suivre et comprendre la situation, que ce soit au niveau de chaque candidat et aussi pour pouvoir continuer avec nous avec tout élan. Donc voilà, nous avons aussi écourté cette émission d'1 heure. Donc là, on va terminer dans exactement 9 petites minutes, le temps d'attendre notre ami Sabri, journaliste, donc indépendant du côté de Paris. Donc Sabri me dit qu'il y a un problème technique, pas grave. Alhamdulillah, Sabri. Ben, essaye de nous rejoindre juste pour au moins nous dire au revoir parce qu'il ne reste plus que 9 minutes ensemble. Donc Kader Selmet dit, je me lève très tôt demain matin, je me lève très donc je vous quitte prématurément. Je suis désolé. Au plaisir, Inch'Allah. Merci, Kader, de ta participation massive à nos programmes. Et puis, on te retrouve demain soir à partir de 21h30. C'est pour cela que nous aussi, on va écourter cette émission car on a d'autres travail à faire donc au niveau de la radio, parce que comme on dirige aussi une radio, une TV, YouTube, etc. Donc on essaye aussi de satisfaire un peu tous nos fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias qu'on essaye de suivre un peu tous les jours. Et on remercie bien sûr l'initiative de notre ami Larbi Snoussi de nous avoir accueillis ici dans cette plateforme médiatique qui est le Facebook Live pour qu'on puisse s'exprimer et vous exprimer un peu tout ce qu'on on vous dit le jour. Donc Abdel Wahab nous dit donnez-nous les liens. Ben oui, bien sûr, on va vous donner les liens de la radio et la chaîne YouTube aussi pour que vous puissiez nous suivre à travers la culture. On a dit il y a plusieurs émissions qui vont être préparées ou sont d'ores et déjà préparées, donc à suivre tout simplement. Alors je salue nos amis présents, je souhaite une bonne soirée à tous, donc et une bonne continuation de la part de notre journaliste, notre ami, voilà donc de notre ami Belhachmi Sabri. Donc voilà, merci Sabri à toi de nous avoir éclairci et de nous avoir parlé un peu de l'immigration ce soir. Donc chaque soir une histoire, chaque soir un thème. Demain soir c'est un autre thème donc qui sera préparé par notre ami Larbi, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien, que la nuit nous porte conseil. Et puis n'hésitez pas mes amis à aller voter et de faire passer votre vote, tout simplement. Larbi. Merci, désolé Belhachmi, désolé, j'ai tout fait et pas moyen. Alors mes amis, je vous souhaite une douce nuit et à demain, Inch'Allah. Bisous, bye bye.